Bonjour Murmure d'Imrir, le 12 il me semble, avec comme invité le geek belge. T'es sûr que c'est le 12? Oui, les 12, et ça rime pas avec partout. Non, pas pour le sujet, je vais rester soft. Et donc en invité d'honneur, le geek et Poupinel Tracy, membre de l'assaut. Ah ouais. Voilà. Bonsoir. Heureusement qu'elle est là pour remonter le niveau. Et donc ça va être un murmure, pas disons délire comme certains peuvent l'être. Ça va être un podcast assez respectueux. Je vais parler de Dune. Mais moi je peux dire des bêtises. Oui, tu peux dire des bêtises. Dune de Villeneuve. Donc partie 1 et partie 2, car ça reste juste Dune, non pas Dune 2 comme j'entends souvent, qui me met mal à l'aise. Donc voilà, c'est parti. Donc maintenant. Alors, ce murmure d'Imrir aura donc pour thème le film de Denis Villeneuve. La première partie est sortie il y a 2 ans, en 2021 je crois. Juste après le Covid. Le quoi le Covid, oui. Oui, cette maladie, oui. Et donc la seconde partie est sortie donc récemment, il y a quelques semaines, et j'ai donc été la voir. Donc c'est en mars 2024. C'est ça, j'ai été le voir 15 jours après sa sortie, même pas à peine. Et donc maintenant j'ai l'intégralité, j'ai la synthèse, j'ai la complémentarité des 2 films. Ce qui correspond au premier livre. Ce qui correspond au premier livre. Et du nom éponyme de Dune, voilà. Voilà. J'ai fait découvrir ça à Béatrice, à Poupinel, désolé. De rien. Qui ne connaissait pas du tout l'univers. Toi, le geek belge, tu connais l'univers en mode de Licht, des romans. Alors moi j'ai connu l'univers en commençant par le film de Lynch, en ayant raté les 10 premières minutes. C'est ballot. Donc après j'ai eu le bouquin dans les mains, je l'ai lu. C'était vraiment pas mal du tout. Et donc et après le film de Lynch faisait un peu pas le figure quand même. Oui, même à l'époque. Et même à l'époque, oui. Et est sorti le truc de Denis Villeneuve. Et là tu es en train de montrer ton bouquin à l'envers. Bah non. Non? Regarde. Ah, c'est à l'envers? Oui. La caméra est à l'envers. Ah oui, mais c'est pas très grave. C'est vraiment très intéressant. C'est concept, c'est très, très Imperium. Vachement préparé. Voilà, comme d'habitude. Donc voilà, comme j'avais posté une petite vidéo sur ma page Facebook sur le 1 et que vous avez dû le voir ou pas, j'étais plus que surexcité, plus que... J'étais partout, c'était génial. Donc le premier film m'avait laissé sans voix, m'avait laissé... Alors oui, je vais vous dire un truc, je me présente en tant que Ariel du Chaos. J'ai 3 univers vraiment où je suis, pour moi, sans être dans la mégalomanie ni très pointu, c'est Lovecraft, c'est Frank Herbert, au-delà de Dune et Dune, et c'est Michael Moorcock. Voilà, c'est mes 3 univers où vraiment là je sais de quoi je parle. Enfin, je pense savoir de quoi je parle. Donc là, je vais avoir une vision de quelqu'un qui connaît l'univers par cœur, qui connaît les Atreides, qui connaît l'Imperium, Keitan, qui connaît... Il n'y a pas de souci. Après, mes coreligionnaires les connaissent moins, et Poupinel, tu connais pas du tout en tant que roman, mais en tant que film, voilà. Donc c'est bien de le préciser, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste, voilà, il y aura 3 visions différentes. C'est ça qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'on va voir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, voilà. Donc moi, de fiche, je vous dis un truc, je ne suis pas du tout objectif. Ça, je vous le dis tout de suite. Moi je le sais. Entendu, ah oui, je baigne là-dedans. Enfin, presque pas un intégriste. Non, parce que j'adore l'univers de Kevin J. Anderson et de son fils. Alors il y a plus d'intégristes que moi. Hein. Il y a les Fremen de base. Faut pas taper dans le canon l'Herbert de Dune. C'est les 6 romans point barre. Ah non, moi pas du tout. Alors j'ai été longtemps comme ça au début. Et j'ai découvert ce qu'avait fait le fils et le copain du fils il y a quelques années. Oui, c'est pas comme le père, ça c'est clair et net au niveau roman. Je digresse avant de parler de Villeneuve. C'est pas comme le père. Le père c'est au-dessus, mais ça amène pas mal d'ouverture. Ça amène un univers. Ça répond à plein de questions, comme le jet butlérien, comme pourquoi ils font pas de machine à l'image de l'homme, pourquoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et il faut se laisser porter. Il faut être tolérant. Il faut préciser que le fiston a des notes,
des notes du père. Quoi. Il y a des cartons de notes, quoi, des cartons. Ouais. Après, des fois, c'est une phrase, quoi. Après, ils vont broder, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux, ou tant pis, j'en sais rien. En tout cas, c'est là. Voilà. Donc, effectivement, tu viens de le dire, une ligue belge, dans l'univers de Dune et Herbert, il y a quand même deux clans qui s'affrontent. C'est les puristes, c'est vraiment le canon comme Sherlock Holmes, hein, comme à peu près comme Lovecraft, hein, c'est le canon point barre. Non, je suis pas du tout d'accord. C'est peut-être moins intéressant. Non, pas moins intéressant. C'est peut-être moins. C'est différent. C'est différent. Ouais, exactement. C'est différent. Exactement. Voilà. Et donc, en 84 sur Lynch, comme tu l'as dit. Il y a eu, je crois, des adaptations. Alors là, il y en a une que j'ai essayé de regarder récemment, qui s'appelle Dune avec William Hurt, je crois, dans le rôle de l'empereur. Oh putain, j'ai tenu 10 minutes. Tellement c'était mauvais de chez mauvais. Même Bollywood. La version de sci-fi, non? Ah ouais, putain. Ah non, waouh, sérieux. C'était une déception parce qu'on disait que le Lynch durait pas assez longtemps, qu'il n'y a pas eu le temps d'installer l'univers. Et quand on voit parce que c'est en deux parties, ça fait 3 heures au moins, ou un truc comme ça. Oui, 3h10, 3h15. La version de sci-fi. Putain, non, c'est Joe Clodo, quoi. C'est sans déconner, sérieux. C'est Bollywood sans les budgets, quoi. C'est surtout que ça a eu le temps de mal vieillir, quoi. Oh, putain, tu m'étonnes. Après, je sais qu'il y a une adaptation des Enfants de Dune. Je crois que c'est en 3 ou 4 parties, il me semble. Si le grelot était là, il nous en dirait. Et là, je suis d'accord avec le grelot, c'est qu'effectivement. Ouais, ça vaut le coup. Le budget n'est pas là, mais ça vaut le coup. C'est intéressant. Tu découvres Alia, la chute de. Le départ de Paul sans spolier. Enfin, voilà, c'est vraiment pas mal. Ça a le mérite d'exister. C'est ça, exactement. Et puis après, il y a peut-être eu des pastiches plus ou moins de mauvais goût, j'en sais rien, puis j'ai pas envie de le savoir. Et est arrivé Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est Premier Contact, c'est Sicario, c'est Ennemi, c'est Blade Runner 2049. Oui, voilà, il s'est pas cassé la gueule sur une suite de Blade Runner. Là encore, il y aurait à dire, mais globalement, non, il s'est pas cassé la gueule. Parce que s'attaquer à ça, Blade Runner, putain, il fallait rien voir quand même. C'est s'attaquer à une icône film. Oui, alors on peut y avoir des gens pas contents, mais comme Dune, hein, Moi, je suis super content, donc je vais pas être objectif, je le répète. Donc Denis Villeneuve, c'est pas non plus un étudiant sorti d'une fac de cinéma, voilà. C'est un mec, on aime ou n'aime pas, je suis désolé. Il y a du matos quand même. Et il me torche ça. Je suis torché, je suis mauvaise langue. Il fait ça. Et j'ai juste envie de dire, oh putain. Voilà. Oh putain. J'ai attendu 35 ans pour avoir ça, quoi. Ouais, parce que en fait, le roman était réputé pour être infaisable, non adaptable en film. Oui, c'est ça. Putain, et en gros, il a prouvé le contraire, quoi. Il n'y a rien à dire. Oui, mais de A à Z, de la musique de Hans Zimmer, qui moi alors la musique de Lynch, c'était pas mal par Toto, puis par je sais plus qui, ça envoyait du lourd quand même. Ouais. Mais là, waouh, enfin Mais même dans le moindre détail du cuir de Paul, enfin, dans le moindre détail, enfin, il redessine les blasons, c'est le blason Artréide qui est là. Tiens, il y a un truc qu'on a oublié. C'est quoi? C'est l'adaptation qui n'a jamais existé de Jodorowsky. Ah, Jodorowsky, oui. Exact. C'est tant mieux qu'elle n'a jamais existé. Ah putain, ouais, sans déconner. Parce que c'est devenu légendaire, il vaut mieux s'en tenir à la légende. Le peu j'en ai vu, des images, des croquis, même du pseudo, la pseudo-affiche qu'il a fait avec son fils. Je sais, le problème c'est que moi je suis pas un bobo parisien à la con. Oui, si, j'assume. Mais Jodorowsky, putain, non, s'il avait fait Dune à sa façon. Oh là là. Non, même pour l'époque, même sous acide ou LSD, non. Donc je trouvais moi vraiment qu'il y avait un côté mégalo dans Jodorowsky. Ah, carrément. Et en fait, il a recyclé toutes les recherches, un truc comme ça, en bande dessinée. C'est ça. Il a fait Lincoln avec. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et sinon, Jodorowsky a une grande qualité, c'est d'avoir déniché des artistes. Je dirais, il a mis en lumière Moebius. Ouais, oui. Il a mis en lumière Giger, que personne ne connaissait à l'époque. Oui, à l'époque, c'était avant Alien. En plus, oui, exact. C'est
parce qu'il y a eu ce film raté, enfin qui n'a pas abouti, il a été que Giger a été pris pour Alien. Oui. Exact, tu fais bien de le dire, exactement. Dire, bon, bah, il choisissait, il voulait Pink Floyd pour la musique du film. Ah oui, tout est malade. Salvador Dali en empereur, je sais pas quoi. Voilà, Salvador Dali. Tu voulais prendre 10 000 € l'heure de tournage, je sais pas quoi, 15 000 € à l'époque. 15 000 $. À l'époque, c'était faramineux. Enfin, c'était. Bah, un truc faramineux, mais il allait le mettre à l'image pendant 1 minute, un truc comme ça. Donc, tu pouvais bien le payer une somme astronomique. Enfin bon. Mais c'était à la minute. Mettre l'empereur à 1 minute, c'est une gageure. Quoi. Enfin bon. Enfin voilà. Donc Villeneuve, je reviens au thème du podcast, des murmures. Villeneuve fait ça. Et ben voilà. Donc avant de donner mon amour que j'ai pour ces films, j'ai envie de poser la question déjà à Poupinette. T'en as pensé quoi de cet univers, de ce film, de ces films? Alors, c'est un film à grand spectacle, pas un blockbuster. J'ai bien compris, c'est un film à grand spectacle. Donc je suis rentrée dans le film, tu m'en avais parlé, je n'ai pas lu les livres. Voilà. Le premier, j'ai aimé, mais j'appréhendais quand même, je connais pas l'histoire, etc. Ouais. Donc j'avais hâte quand même de voir le deuxième. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que j'ai trouvé que Denis Villeneuve, il passait un peu du coq à l'âne. C'est-à-dire que j'avais pas le temps de voir la fin de la petite histoire qu'il racontait, on passait à autre chose. Ouais. Donc comme je connais pas l'histoire, j'étais un peu perdue. Mais au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, c'est bon, j'ai pas vu mon temps passer, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Tu as voulu me montrer celui de David Lynch. Ouais. Oh là. Que je trouve intéressant. Je ne dénigre pas David Lynch, on est d'accord. Non, non. Mais, oui. Évidemment, c'est totalement différent. Autre époque, Autre mœurs. autre moyen technique. Ouais. Mais ce que Et j'ai autre brushing. Oui, Rassurant, branché. surtout, hein. Ah, ouais. Mais ce que j'ai aimé dans le film de David Lynch, c'est que même quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas l'univers de Dune, on lui explique Oui, les c'est- maisons, les planètes. Mais c'est vrai. Oui. Il y a, dans les premières minutes du film, il y a quand même une explication sommaire, mais qui permet après d'appréhender le film de manière différente. C'est-à-dire qu'on voit, ouais, d'accord, ok, les planètes, les maisons. Ça, j'ai aimé. Mais c'est vrai que c'est un film magnifique. Le désert, il est somptueux. Je trouve que le personnage de Paul s'étoffe au fur et à mesure du film. Tout à fait, Moi, ouais. c'est ce que j'ai Ah trouvé. ouais. Et Timothy, d'accord. il est... Waouh! Oui, il a le rôle. Il a crevé l'écran. Donc franchement, moi, j'ai passé un moment sublime. Et je te rejoins dans le Lynch où Kyle MacLachlan, qui était un acteur montant à l'époque, qui avait fait Blue Velvet, je crois, qui n'avait pas encore fait Twin Peaks, il est trop vieux. Il a 22 Oui. ou 23 ans. Dans le roman, c'est un gamin qui est à peine sorti de l'enfance, Paul, quoi. Il doit avoir 15-16 ans. Enfin, et puis surtout, c'est une ablette, quoi. Alors que Timothy, C'est une ablette. c'est vraiment ce Ouais, personnage-là. ah oui, oui, oui. Ah ouais. Même si on sait qu'il est plus âgé, il fait vraiment l'ado. Donc franchement, Tu sais que t'es un peu indécent à faire ça. Ouais, bah, c'est un long courrier de X pour la guilde, donc c'est. Ouais, oui, bah oui, X, enfin, le long courrier de X fait sur la planète X, détenu par la famille Rombure, Vernius, ouais. Et normalement, il y a un navigateur avec toute une équipe logistique administrative. Et voilà. Donc, ouais, sans spolier, enfin, si je vais vous spolier, les navigateurs, contrairement à Lich, on ne les voit pas. Oui, je sais, moi je voulais les voir, mais non. Dans le tome 1 de Dune, ils apparaissent pas. Du tout. Ils viennent plus tard. Je parle des vrais navigateurs, hein. Les hommes têtards, enfin les hommes zarbis. Enfin les hommes. Les navigateurs. Donc voilà. Et c'est pas si mal. Ça laisse plein de mystère et je trouve ça génial. Et puis, putain, ils sont beaux, quoi. Ils sont beaux, sérieux. Enfin, Ouais, il y a un super design. ouais, mais pour le moindre truc, hein, même le verre que Paul prend avec sa mère, je pense que ça doit être designé. Il a pensé à tout. On dirait Blade Runner, le nom m'échappe. Ridley Scott pensait à tout. Blade Runner était tellement chiant. Et je pense que Villeneuve a dû être chiant sur plein de trucs, quoi. La moindre bidule, le moindre truc, quoi. Que toi, tu vois à peine, mais je pense que c'est parfait. Gilly Prime, la planète d'Arcanen qu'on voit dans le 2, on la voit encore plus. Là, on la voit de jour, là c'est la nuit. Et de jour, c'est noir et blanc.
parce qu'ils sont près d'une naine blanche, si ma mémoire est bonne. Donc ce côté, quand Faye Rota se bat dans l'arène, elle est géniale. Ils sont en noir et blanc avec les dents noires. Putain, mais Gedi Prim, c'est ça, quoi. Sauf que Gedi Prim, dans le roman, il me semble que c'est des rouquins, les Harkonnen. Je sais plus. Je crois, je suis pas sûr. Alors, c'est là où dans le 2, dans le 1, il prend pas trop de liberté, Denis Villeneuve. Il est assistant de canon. Et dans, dans le premier, oui. Ah oui, carrément. On pourrait presque, j'aimerais dire presque avoir le livre à côté des images. C'est quasiment un copier-coller. Sauf que voilà, la partie 1, Jessica, où c'est une pleurnicharde et puis elle pisse partout, ça m'a un peu gonflé, parce que Jessica, c'est pas ça. Voilà. Elle a peur de la révérende mère quand elle vient pour pour la boîte. Ça, je suis d'accord, mais non, chialer, limite trembler, non, Jessica, là, Denis, tu l'as rendue trop humaine. C'est pas une femme, c'est une Bene Gesserit. Je voudrais faire un aparté. Les Bene Gesserit, ça passe actuellement, parce que c'est l'époque qui veut ça, je veux pas faire de polémique. Putain, c'est tout sauf des féministes. Je vous jure, Bene Gesserit, c'est tout sauf des féministes. S'il n'y a pas plus réac, c'est les Bene Gesserit. Je vous le dis tout de suite. C'est pas la peine de dire non, je dois te faire enculer. Non, les Bene Gesserit, de toute façon, ils peuvent pas te répondre. Non, mais j'aurais sûrement des trucs sur YouTube. Commentaire. Ah non, la personne qui me prouve à part B qu'une Bene Gesserit, c'est une féministe, machin. Non, c'est que des femmes, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire que les Télax, c'est que des hommes. Les Sardaukar, c'est que des hommes. Eka, c'est que des hommes. Mais non. Putain, si elle, c'est pas la gardienne du canon du patriarcat qui est dans l'Imperium, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est tout. Je referme le sujet. Et cet acteur est formidable. Stellan Skarsgård. Et là, ouais, là, je vais vous dire, le baron, quand il apparaît dans la partie 1 et la partie 2, là, ouais, il faut les jetons. Là, d'accord. Le baron de Lynch, désolé, il faisait rire. Oui. Voilà. J'aurais aimé que le baron, comme dans les romans, ait 2-3 pustules, tu vois, là. Alors, il prend des bains souvent, des bains d'espèces d'huile, tu sais pas trop ce que c'est, des huiles, des onguents. Peut-être que c'est pour, entre guillemets, virer les 2-3 boutons. Peut-être, parce que la peau est pas nickel. Mais j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus purulents. Là, Lynch, je t'avais pas loupé. Au niveau de Lynch, c'était devenu caricatural. Parce que dans le bouquin... C'est trop. Dans le bouquin, oui, il est bien attaqué. Il est bien attaqué. Ouais. Après, cette espèce de masse avec les suspensions dans le dos puis tout ça, ouais, ça il arrive à être inquiétant. Ah, dans le 2, il est encore plus flippant. Hein. Ah oui, moi j'ai pas vu le 2. On voit ses suspenseurs, cette espèce de gros globe. Après, voilà, il est flippant, quoi, mais vraiment flippant. Bon, pour info, Stellan Skarsgård, je sais pas si je le dis bien, passe entre 7 et 8 heures par jour de maquillage. Imaginez le truc. Il n'est pas tout jeune, hein. Il a dû bien rebaver, lui. C'est formidable, ça. Dommage, il y a une carte contre... Voilà. Tac. Donc, voilà, perso, Dune de Villeneuve, les deux parties. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, on disait, alors, j'en étais, oui, alors. Ouais, donc le baron, Rabban la bête. Bautista, donc je pense qu'il adorait Villeneuve, parce qu'il apparaît dans Blade Runner 2049. J'adore cet acteur. Franchement, j'adore cet acteur. Bon, il joue un bœuf. Dans Blade Runner, il joue un Nexus 6, un ancien médecin de guerre. Même si le rôle il apparaît pendant 10 minutes à quart d'heure. Ce mec-là est sous-employé à cause de son physique, c'est dommage. Je pense que c'est un super acteur. Dans le 2, Rabban, c'est mon avis, il est sous-exploité. Voilà. Et c'est pas pour dire, mais dans le film de Lynch, c'était Sting. Non, c'est Faye Rota, Sting. Ah, mais... Rabban, c'est un gros lacon. Ah putain. Peter De Vries, le manta retourné, le manta débile, non. Cassé des Harkonnen. Alors là, franchement, Das Malkian, il n'y aura pas mieux. Voilà. David Das Malkian, il a joué dans... Merde. Suicide Squad. C'est celui qui envoie des trucs de lumière à la con. Mais c'est un acteur, c'est un super acteur. Puis le look, il est... Ouais, le look est assez... Il est sympa quand même. Enfin, bon, là...
Alors là, c'est la liqueur de Sappho. C'est ce qu'ils prennent, hein. C'est un mélange. Je sais qu'il y a de l'épice, il y a des plantes à la dune. Ça leur permet d'optimiser leur puissance mentale et ça crée entre guillemets normalement les liqueurs de Sappho créent des couleurs un peu mauves. C'est dommage. Ça, il a mis une espèce alors, je sais pas si c'est un tatouage sur les liqueurs de Sappho qui fait la tâche, mais bon, il aurait pu faire un effort Villeneuve. Bon, les Harkonnen en armure, ça, rien à dire. Voilà. Alors, j'ai un de mes amis récemment qui m'a dit ouais, les Harkonnen j'ai pas aimé, ils font vraiment méchant, puis la Trille ils font vraiment gentil. Non, regardez les vaisseaux Harkonnen, ils sont loin d'être des vaisseaux qui sont entre guillemets très caricatural des méchants. J'ai envie de dire qu'ils sont même reposants quoi. Tu vois, tout est en courbe, tout est, enfin, ils sont bons, on dirait des gouttes, enfin, on dirait. Je trouve que voilà, les Harkonnen sont. C'est des industrieux quoi. Puis c'est des méchants quand même. Ouais, bah ils ont une vision de. Oui, bah le baron ils sont starbés, c'est vrai. Ça, j'avoue. C'est pas détendre. Ah, MeToo chez Harkonnen, faut même oublier, faut même pas y penser quoi. Voilà. Voilà. La moissonneuse, que je trouve génial en forme de scarabée, je trouve. Alors, dans 2, il y a une scène où les Fremen et Paul attaquent une moissonneuse Harkonnen et ça, putain, je dis rien, faut vraiment voir la scène du film, elle est phénoménale. Moi, le premier souvenir que j'ai de Dune, c'est le jeu vidéo sur PC. Ouais. Et ça date. Hein. Et c'était vraiment. Oui, ouais. C'était les années 90. Fin 80, début 90, je pense. Ouais, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Le Grelot serait là, il pourrait nous dire si c'est vrai. Et c'était. Et ça donnait quoi? Ah bah c'est j'ai jamais vu. Non mais à l'époque. Vu. Ouais, il fallait ramasser les épices. Et moi j'ai pas joué, hein, mais je voyais autour de moi les familles jouer. Ouais, c'est comme dans Age of Empires ou Starcraft ou Warcraft, tu sais, tu crées, tu allais chercher des ressources, tu crées des trucs particuliers, des ressources militaires. Ouais, c'était un jeu de gestion. C'est ça, gestion des ressources, tout ça, du place to place, enfin c'est. Ah, moi j'aurais été champion pour les faire crever. J'ai toujours été nul à ces jeux-là. Ah, d'ailleurs, Poupinette, tu fais bien de le dire parce que dans la première scène de la première partie, il y a une scène où on voit un Harkonnen qui a sa cape, qui est derrière une moissonneuse et puis qui a son fusil laser ou son fusil mola. Et c'est des scènes vidéo de Dune 2 sur PC. Parce que Villeneuve, il le dit, il l'assume, c'est un hommage. Quand il était jeune, il n'arrêtait pas de jouer à ça. C'était son. Voilà. Donc il l'a mis à ça. Ah, c'est un clin d'œil. Ouais, le Grelot m'en avait parlé, effectivement, c'est un clin d'œil. Voilà. D'accord. Alors, Saludos Secundus. Pour revenir à la science, c'était la première planète de l'Empire, après le gel nucléaire et la guerre contre les machines. Et c'est devenu une planète déserte, une planète d'élite hospitalière, où il n'y a que des prisons, il n'y a qu'un système carcéral. Et de système carcéral, on forme les Sardaukar, qui sont l'élite de l'Empire. Les Sardaukar, c'est des super, ultra guerriers. Voilà, et voilà. Donc pour un Sardaukar élève, il y a environ 10 victimes prisonniers, et pour un Sardaukar qui sort, il y a 9 victimes Sardaukar. Ça veut dire qu'il y a un Sardaukar, entre guillemets, en moyenne, c'est 19 morts derrière lui. Je pense pas qu'on puisse encore appeler ça des êtres humains. Voilà, ils sont... on ne sait pas comment, sur ceux-là, ils sont reformatés mentalement, ils sont surboostés, c'est des machines de guerre, voilà. Donc, allez pas dire, alors mon Tarlouse, ça bronze? Non, alors faut être suicidaire. Oui, voilà. Et là, Villeneuve, autant le sud de l'île, cette espèce de combinaison latex avec. Ça ressemblait à rien quand les mecs sortaient dans. Avec des sacs poubelles. Ouais, sacs poubelles, ouais. Et là, putain, là, tu vois, quand tu vois ça. Ça calme. Ça calme direct. Et il a pensé aussi à ça. Alors ça, on le voit pour les néophytes. Oui, la scène où on les voit sous la flotte, là, ils ont égorgé des mecs. Non, c'est pas des mecs. C'est pas des mecs. C'est les 19 qui sont morts pour eux. Et c'est la cérémonie du respect. D'accord. Ils portent le sang des morts parce qu'ils savent quelle valeur ils ont eux.
Tu vois, c'est ça quand t'as pas lu les romans, quand t'as pas lu l'univers, quand t'as pas lu l'encyclopédie, tu sais pas. Et donc ça peut porter j'ai lu que les romans et j'ai pas vu ce... Non, et dans l'univers, et ça vient de Frank Herbert, la grande majorité, il l'explique. Tu vois. Et un Sardaukar, ça prend tout de suite une autre dimension. C'est certes un sur-guerrier, mais c'est pas un sur-bœuf. Ils ont une métaphysique, ils ont une religion. Ah, tu vois, on voit les morts. Et le sang qui coule là, puis les prêtres qui arrivent. Il y a toute une eschatologie du Sardaukar qui est très intéressante. Souvent, Sardaukar, c'est entre le samouraï et le viking. Voilà, c'est un mélange. Pour eux, la mort glorieuse, c'est le Valhalla. Et ça, Villeneuve, on a fait triper. Hein. Franchement, cette scène-là, elle est peut-être, quand Peter de Vries arrive chez le général Sardaukar, il demande l'empereur leur a filé, leur a filé de 3 divisions. Cette scène, elle est géniale, quoi. Alors, je leur ai ramené ma science. Pourquoi dans Dune, il y a des épées, des poignards, des lances d'art, machin? Ouais, pourquoi il n'y a pas de laser? Ils ont un laser, là, ouais. Alors, tu vois, ça, si par exemple, ça touche un bouclier. Vous avez remarqué dans Dune, ils ont tous des boucliers corporels, pour les vaisseaux, pour les bâtiments. Eh ben, c'est Theo Holzman, si ma mémoire est bonne, un scientifique qui habitait sur César 52, qui a inventé le bouclier individuel. Et un jour, il a voulu faire une expérience, et puis il a tiré avec un petit laser. Et ça a fait une explosion thermonucléaire qui a ravagé la capitale de César 52. Ah, c'est con. C'est con. Comme dirait l'autre, c'est ballot. Donc, il y a eu une loi, je ne vais pas vous le dire, parce que j'ai envie que vous découvriez tout ça, qui a été une loi au-delà du tabou, c'est que on ne prend pas de laser quand il y a des boucliers. Mais alors, que ça soit en combat individuel, quand on combat sur des planètes, voilà, c'est tabou. Si une maison, pour X raison que ce soit, individuelle ou politique ou ce que vous voulez, le fait, elle se fait déglinguer par les autres maisons. Le Landsraad tombe dessus avec eux, elle se fait éradiquer. C'est un peu comme là actuellement avec nous, t'es une force nucléaire, oui je sais, Vladimir, fais pas le con, mais les bombes nucléaires sont juste là pour être dissuasives. Ben, c'est ça. Voilà pourquoi l'humanité est revenue à des armes blanches. Sachant que le bouclier, il y a aussi une petite faille, c'est que la lame lente pénètre le bouclier, comme dit Gurney Capone. Il faut avoir des mouvements lents pour pénétrer le bouclier. C'est paradoxal. Bah, ça, on le voit dans le film. Voilà. Et de Lynch qui est bien fait, et dans le film de Villeneuve aussi qui est encore meilleur. Voilà, c'était pour une petite histoire. Vaisseau Sardaukar. Voilà. Ah, Arrakis. Voilà. Alors, Arrakis. Une Arrakis avec la main de Dieu. Et normalement, tu dois apercevoir les Muad'Dib, la petite souris, là, avec la petite queue, les petites oreilles. Et car Muad'Dib, c'est une souris. Donc Idaho. Alors pareil, ils ont des suspenseurs, ils ont des anti-gravité, ben c'est génial, enfin c'est... Voilà. Débarquement des Atreides, ça c'est génial, franchement c'est... Ouais. Ben, remarquez, il y a quand même peu de choses qui n'est pas génial dans Dune 1. Alors le 1, oui, le 1, j'ai pas... Arrakeen, on voit personne, mais Arrakeen c'est énorme, il fait quasiment 80 degrés en surface, donc les gens ils vivent en dessous, il y a plein de gens là, plein de gens qui vivent. Et ça, je trouve ça logique. C'est très logique. Résidence d'Arrakeen. À part là, là, ils ont mis. Dans le roman, il y a des palmiers. Ça, je trouve ça génial. Il y a une scène avec le mec qui est juste là pour donner à boire aux palmiers. Et avec Paul, je trouve ça vraiment excellent. Il lui explique que tu es le Mahdi, le Lisan al-Khaib. Alors pareil, quand tu sais pas, tu sais qu'ils expliquent plus ou moins avec sa mère, hein, que c'est le Bene Gesserit via leur branche, la Missionaria Protectiva, qui va, sur chaque planète qui va être colonisée, elle va amener une eschatologie, elle va amener une religion, elle va amener des mythes fondateurs qui vont pouvoir entre guillemets, contrôler les peuples. Via l'Imperium, via le Bene Gesserit. Ça aussi, c'est critique de la religion et des croyances.
Alors Vraiment, ceux qui n'ont contrôle. pas vu le film et qui n'ont pas lu les bouquins, si vous avez arrivé à comprendre quelque chose, Voilà. euh, C'est ça, d'une seule problème. C'est que, tu vois, voilà. c'est tellement riche. Voilà. Et des fois, ça donne très très peu d'explications. Je rejoins Poupinel. Et à l'époque, rappelle-toi, le film de Lynch, je fais pas mal de rapports avec le film de Lynch, il avait donné un fascicule avec le verso, dépliant, Ouais. avec tous les participants, les protagonistes. Derrière, il y avait qu'est-ce que c'est que Dune, qu'est-ce que c'est que machin, il y avait les planètes. Bon, ça vaut un bras quand tu vas le récupérer sur eBay. Et ben ça, je trouvais ça génial. Il expliquait avant le film. Un petit fascicule dépliable. Et t'avais certes, t'avais pas tout l'univers riche et complètement délirant de David Lynch, mais t'avais quand même au moins ça en main, quoi. Tu vois. Et Villeneuve, au-delà des gens qui connaissent l'univers, tu montres ça à des novices, c'est pas évident. Des néophytes, Ouais. c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident du tout. Même les bouquins. Frank Herbert, il est avare dans les explications. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ah ouais. Le djihad butlérien, avant que tu m'en parles, Ben, j'avais rien pané. mais je te rassure, avant que le fils et Kevin Janderson fassent le djihad butlérien, moi j'avais. Alors je sais que c'était une guerre contre les Terminators, les machines pensantes, c'est tout ce que j'avais. Juste découlait leur technologie un peu bizarre, tu ne feras point de machine à l'image de l'homme. Mais moi j'avais que ça, et pendant longtemps, ben c'était resté un mystère total, le djihad butlérien. Il en parlait un peu dans sa encyclopédie vite fait, et puis c'est tout, quoi. Il a fallu, désolé pour les puristes et puis les tradis, mais je suis désolé, quand ils ont fait le roman Le djihad butlérien, moi j'ai pris mon pied parce que j'avais plein de questions et j'avais des réponses. Voilà. Et oui, parce qu'on me dit, Dune, il n'y a pas de PC, machin, il n'y a pas d'Android, il n'y a pas de robot. Non, c'est interdit, c'est tabou. Le djihad butlérien. Suspenseur. Ouais. Donc j'ai que le 1. Au niveau artbook, j'espère recevoir les 2 prochainement. Chercheur-tueur. Et la création des décors, ça Ah ouais, fait, elle est formidable. formidable. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est, Ah, Lietkines. Alors, dans le roman, c'est un vieux monsieur, un blond. Et là, c'est une jeune femme d'origine africaine, pour être poli. Enfin, c'est une blague, quoi. Hein, voilà. Alors, ça, quand j'étais au courant, j'ai sauté un peu sur ma chaise. Alors, non, je ne suis pas raciste et je t'emmerde. Sauf qu'il y a un moment, le personnage, il est créé, il est dans un roman, il est comme ça. Non, elle passe très bien. Ah oui, au beau que je t'emmerde, hein. D'accord. Eh ben, Lietkines comme ça, elle passe très bien. Elle est même plus crédible qu'un vieux monsieur blond. Ah, parce que dans le film de Lynch, c'était un... C'est un acteur dont le nom m'échappe, qui était hyper connu. Il a joué le père Carras dans L'Exorciste. Ouais, surtout... Max von Sydow. c'est pas Une la première recherche fois en direct. qu'une femme au cinéma ou dans une série prend le rôle qui, dans le livre, était un homme. Elementary, Oui. Watson, élémentaire, c'est une femme. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je trouve que, justement, c'est bien, c'est moderne. Si le personnage, finalement, je trouve que là, c'était très bien. Donc, disons qu'en ce moment, c'est C'est un parti pris du réalisateur, pourquoi pas. devenu tellement systématique dans toutes les adaptations. Max von Sydow, j'avais raison. D'accord. Ouf. Donc, et le capitaine Picard, il jouait quoi, alors? Dans Dune? Ouais, dans le Dune de Lynch. Ah, il jouait Johnny Alec, le maître d'armes de Paul, Ah ouais, le vieux, qui fait de la musique. ouais, sans doute. Ah oui, je te disais ça, oui. Ah, Ah, ça, Aparté. c'est génial. Ah, ça, c'est oh très putain, beau. autant Lynch il s'est planté totalement, Ah ça oui, ressemble à c'était rien, ça. c'est Ça, nul, C'était une horreur. même à l'époque tu craches dessus. Et la Villeneuve, Ouais. là on faut le génie. Voilà, je vous dis tout de suite le génie. Le génie. Et puis, je crois que dans le roman, c'est vraiment... C'est ça. C'est vraiment... ouais, c'est ça dans l'idée, quoi. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un scarabée, je sais plus quoi, même. Je sais pas si c'est les mais l'ornithoptère, c'est avec des ailes, machin. Et là, putain, là,
tu baves, quoi. Au niveau cinéma, tu peux claquer, c'est bon. Hein, J'ai envie de dire, ça enterre les chasseurs X de Star Wars. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors que j'aime bien les chasseurs X de Star Wars. Et c'est pas Star Wars, Dune, hein. C'est totalement différent, hein. On est d'accord? Je compare pas. Et moi, j'aimais bien les chasseurs X dans Star Wars. C'est vrai que les trucs en X, ça j'aime bien aussi. Même si j'aime pas Star Wars. Ouais. Bon, bah, on va passer au 2. Donc voilà. Donc le 1, ça reprend le début de Dune. Et ça finit quand Paul, première rencontre avec les Fremen, où il carbure Gémis, et puis il s'en va avec sa mère, et puis le Stilgar vers le siècle. Putain, j'ai du mal à dire. Le siècle Starb. Enfin, j'ai jamais pu dire correctement ce putain de sieste. Schiste. Oh merde. Bref. Siècle Starb. C'est ça, voilà. Et ça s'arrête là. Et ça reprend après, quasiment, 2 jours après, 3 jours après. Disons que par rapport au film de Lynch, ça s'arrête à la moitié, le premier film. C'est à peu près ça, c'est ça, oui, ouais. Et c'est posé, et là dans le 2, première scène, il y a des Harkonnen qui vont à la chasse aux Fremen. Il y a une scène de baston qui est phénoménale. Il y a une scène où les Harkonnen, ils sont sur un clair-obscur, sur des dunes, ils montent tout en silence. Et là, tu te dis, accroche-toi mon John, ça va péter, quoi. Et là, quand je reviens à mon propos, ils retirent le bouclier, parce qu'ils savent que les Fremen ont des lasers. Et toi, quand tu sais pas, je me mets à la place de Poupinel, c'est pas évident de savoir. Et j'ai mon pote Patrice qui n'a pas aimé ça. Les Fremen ont des lasers? Ah oui, ils ont des grands lasers, ils attaquent même les moissonneuses avec des lasers, ils les coupent en deux. Ça attire pas les... Qu'est-ce qui attire les vers? C'est les merde. C'est les boucliers? Non, c'est les... Ah putain, je suis fatigué, moi. Ah, les trucs pour pilonner, quoi, le fer. Oui. Et les boucliers, pareil, les boucliers attirent aussi. Dans Lynch, dans le roman, j'ai pas souvenir. D'accord. Donc voilà. Lynch prend des vérités et des libertés avec les trucs du son, là. Alors, Lynch, hein, en fait, c'est un travail de commande. C'est ça. Il a repris un projet en cours de route, Lynch. Oui, c'est pas faux. Donc il a fait ce qu'il a pu, et puis surtout, il connaissait Dune, et a priori, ça l'intéressait pas. Je sais, oui, c'est un peu un truc. Oui, donc voilà, c'est Lynch, les limites, c'est déjà ça, quoi, ce qui en fait beaucoup. Oui, mais bon. Toi, t'imagines, le baron, il mange, ils ont fait des plats exprès, quoi. Jusqu'à dans. On ne s'en rend pas compte, mais je pense que ça a été créé, des plats, tu vois ça quelques secondes, quand le baron il mange, il dit à Leto qui est paralysé, qui est à poil au bout de la table, il dit, il n'y a pas, hein, votre nourriture, mon cher cousin, elle assure, quoi, tu vois. Mais, le moindre délai qui ne sert strictement à rien, on est d'accord. Toi-même, tu vois même pas dans le spectateur, enfin putain, ça va trop vite. Et pour moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça frustrant. Et je vais la ramener avec Star Wars. Ouais. Star Wars, t'as le temps de voir des trucs. C'est pas faux. Voilà. Ouais, alors faux. Que dans Blade Runner, le premier Blade Runner, ou dans pas mal de films, t'as à peine le temps de voir les trucs, faut le hardbook pour t'en rendre compte, quoi. Ouais. C'est ça qui m'agace dans ce genre de film. C'est vrai. Oui, mais Villeneuve a la passion du détail. Oui. Même s'il sait que ce sera fugace dans l'image, dans le film, je pense qu'il doit se dire, j'ai fait jusqu'au bout. Pas faux. Ah ouais. C'est sûrement ça. Hein. Mais en tant que spectateur, moi je trouve ça frustrant. Oui, parce que il faut le voir plusieurs fois pour tout voir, les petits détails qu'il a mis à droite à gauche. Le Blade Runner, j'ai regardé des hardbooks, des machins et des trucs. Ça déchire. Hein. Et je suis passé à côté. Non, mais tu regardes le film, c'est à peine si tu peux voir. Ouais. On le voit. Je crois que dans Lynch on le voit pas. Et là, de quoi Muad'Dib. La petite souris. Oui, on le voit pas dans Lynch. On le voit pas. Muad'Dib. Super. Eh ben, dans Lynch, non. Non, et quand Paul sort de son frame kit, de sa tente de survie, il est là, et puis il le voit. Dans le 2, quand ils vont attaquer une moissonneuse de Harkonnen, ils sont sous les sables avec des respirateurs, et puis
T'as une scène qui est très, très humoristique. T'as le Muad'Dib, je crois qu'il lui pisse dessus, quoi. Putain, t'entends pas le... Tu dégages, lui, dégage. Je trouve ça excellent. Alors, tiens, je vais profiter de Muad'Dib pour vous dire un truc. Villeneuve, comment vous dire, alors, je me mets à la place des gens qui ne connaissent pas, qui découvrent juste par ses films. Ouais. C'est un tel fan de Dune comme moi qu'il n'a pas pensé aux autres. Par passion, par émotion, il n'a pas pensé aux autres. Il y a plein de détails. C'est-à-dire, Ben, je rejoins Poupinel. Tu sais pas, tu passes à côté de plein de trucs. ça, j'ai envie de dire, c'est presque le défaut des ultra passionnés. Oui. Ils ont du mal à être en quelque sorte pédagogues des néophytes. C'est ça. Elle n'est pas du tout. Alors, Villeneuve, c'est pas une critique, hein, je constate. Sur les deux films, sur Dune, dans sa globalité, il n'est pas du tout pédagogue. Ça, moi, perso, je peux pas lui en vouloir, parce que j'ai envie de dire, c'est un film pour moi, égoïstement, ou pour les gens qui sont passionnés comme moi, qui connaissent le monde quasiment par cœur, mais ouais, je me mets à votre place, et putain, c'est pas évident. Bah, disons que si moi, c'est l'effet que m'a fait le film de Lynch, c'est que la qualité du film de Lynch m'a fait venir au livre. Ouais. Voilà. Comme ça, donc, génial, ça. Il y a plein de trucs que enfin, essayez de lire le livre correspondant déjà. Ah oui, même la saga. Voilà, et après vous revoyez le film et vous le voyez autrement. Ah ben carrément. Ma vision à moi n'est pas la vision à Popinel, ni à toi, ni à quelqu'un qui même ne connaîtrait même pas du tout le Franck Herbert. Non, mais on redécouvre le film autrement. Ouais, parce que vendre ça comme un blockbuster, je vois un Popinel, c'est une connerie. Hein. C'est pas un blockbuster. Non. Alors, ma définition de blockbuster, c'est... elle est peut-être ce qu'elle est, mais moi, c'est Avatar, c'est Expandable. On aime ou on n'aime pas, mais c'est des exemples. Hein. Transformers, c'est pas ça un blockbuster. Star Wars. Ouais, Star Wars. Maintenant, Star Trek de J.J. Abrams, ce sont des blockbusters, et c'est ni négatif dans ma bouche, ni positif. C'est un type de film qui a son utilité, qui est là pour divertir, qui est là pour s'évader, qui est là, mais pour réfléchir, non. Et si on y va juste pour se divertir, je suis désolé, là, c'est le passionné qui parle, vous êtes passé à côté. Disons que c'est un film exigeant et dans les films de science-fiction, c'est rare quand même. C'est très rare. Un film exigeant. Ouais, je suis d'accord. Donc le 2. Maintenant le 2, le 1, j'ai trop rien à dire parce que c'est tellement... c'est mon point de vue. Donc ne pas me faire chier à mettre des commentaires. Comme dire Ariel, j'en ai rien à foutre. Mais mon point de vue, le 1, j'ai pas trop à critiquer parce que j'ai pris une telle claque, c'est un peu une claque, c'est un pain, que je suis pas objectif. Dans le 2... t'en es ressorti BA. Mais voilà, BA. D'ailleurs, j'étais le matin à voir en VF, et le jour même, j'étais à revoir en VOSTR, et j'étais tout le temps BA comme un gros diet, parce que voilà, voilà. J'ai été voir le 2, 2 ans se sont passés à cause de la grève des scénaristes, grâce ou à cause, j'en sais rien. Donc, je connaissais l'ensemble, on va dire, l'archétype esthétique, l'archétype des personnages, je les connaissais, je savais qui allait arriver, comme Fedrota, comme Margot Fenring, comme Irulan, enfin voilà, je les connaissais. Je n'avais pas trop de peur sur sur le perfectionnisme de Villeneuve par rapport à ça. On y va, j'y vais avec Popinel. Donc la première scène avec l'Arconène, je suis bouche bée. Jessica me plaît mieux, beaucoup mieux, parce que là, ça y est, c'est avec le comment elle fait Elle a arrêté de pleurer. Ouais, elle a arrêté de geindre, de pleurer, de trembler, ça. Ah oui, dans le 1, c'est aussi le 1, il n'y a que ça. Putain, Dame Jessica, putain, c'est pas ça, voilà. Et arrive un Villeneuve qui prend plus de liberté avec le roman. Voilà. Alors, attention spoiler, comme dirait l'autre. Par exemple, j'ai adoré le rapport entre Paul et sa mère au niveau conflictuel. C'est que lui est pas dupe, hein. Le Bene Gesserit, c'est elle qui manipule, c'est elle qui vont aller, comme elles disent, tamiser l'humanité, et ça, il n'aime pas, ne pas être maître de son destin. Alors, je te rassure, Paul, tu ne pas maître de ton destin depuis le début, mais tu ne le sais pas. Mais ça, il n'aime pas. Et ça, il y a des conflits, il y a des conflits verbaux qui sont assez intéressants, des échanges que moi, j'ai beaucoup appréciés. Le fait qu'elles prennent l'eau de la vie, qu'elles deviennent une révérende mère, qu'elles sont enceintes, c'est plus que tabou, et que,
c'est Chani. C'est Chani, c'est Alia, désolé, c'est Alia. Dans le roman, dans le roman, oui, je suis désolé, dans le roman, elle naît entre guillemets avant terme, elle grandit à une vitesse grand V, c'est une révérende mère qui connaît la mémoire seconde de toutes les révérendes mères, toutes les femmes de l'univers. On l'appelle l'aberration, c'est pas pour rien. Là, tu vois, elle l'a pas expulsée, parce qu'elle accouche pas, elle l'expulse. Hein. Elle lui parle dans le ventre. Paul la voit plus ou moins en rêve. Il y a une scène sur la plage où elle apparaît. Voilà, bon. Ouais, très bien. Je trouve ça génial. Pas pourquoi. Il balaye le roman et je trouve l'idée, elle est excellente. C'est mon point de vue. Après, ce que j'aime pas, c'est comme il n'y a pas Alia. Comme c'est Alia qui déglingue son grand-père, le baron Harkonnen, c'est Paul qui s'en charge sur l'hôtel, sur ce qui ressemble à un hôtel de l'empereur. Là, bizarrement, ça m'a fait chier. T'as pas le sentiment d'avoir spoilé quelque chose? Je l'ai dit, hein, donc voilà. Je l'ai dit. C'est un peu le podcast, c'est un peu tout le podcast. Donc oui, je fais faire du spoil, enfin du divulgachement. Donc, et ma deuxième critique, c'est où est passé Tufirawat dans la partie 2. Tufirawat, pour remettre en contexte, c'est le vieux monsieur avec les yeux blancs qui a une... comment on appelle ça? Bref, c'est leur mentor, c'est leur homme ordinateur, House Atreides, et normalement il a un rôle dans le roman 1, je crois qu'il apparaît dans le 2, enfin je suis pas sûr, mais Tufir c'est un personnage important, peut-être secondaire mais important, et là, rien, pas une scène, rien. J'ai lu récemment dans des articles de presse et des articles sur internet que Villeneuve regrettait, mais il fallait qu'il fasse un choix. Je trouve que là c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Même si Tufir avait eu une petite scène à lui, voilà, il expliquait en quelques minutes ce qui était devenu, mais oui, ouais, on n'était pas à 2 minutes ou 3 minutes près sur un film de 2h45. Franchement, là, c'est incompréhensible. Déjà. Pourquoi il n'y a pas Tufir? Voilà, ça m'a fait chier. Après, un point qui m'a fait sauter au plafond d'une très bonne façon, c'est oh putain, ça y est, comment vivent les Fremen, où est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils bouffent, quelle est leur façon de penser. J'ai adoré ça j'ai surkiffé, putain de sa mère, j'ai surkiffé. Et où j'ai lâché une larme, et là, fallait pas me faire chier dans cette scène-là, c'est quand Paul il appelle le grand-père dans sa première montée de verre, et là, j'ai vécu avec Paul sa première montée de verre, et là c'était génial. La Villeneuve, c'est on touche au génie. Au génie, il n'y a pas d'autre mot. Ah, il doit monter sur un verre. Ouais, sur le grand-père, c'est le verre des verres. Oui, non, voilà, alors ça, ils avaient mis un extrait de 5 minutes et je l'ai mis sur Facebook. Ouais. Tu vois que Paul en chie. Ah, mais... Et là, ouais. Et là, le film de Lynch n'arrive pas à la cheville. Ah, mais il a loupé. Déjà, à l'époque, moi, Lynch, il a loupé. Parce qu'il monte après, ouais. Non, mais attendez, les mecs, c'est pas un technival, quoi, putain. Enfin, et là, il y a une scène où il va se prendre une dune, mais carrément une dune, quoi. Tu sens que le mec, même s'il pense qu'il n'est pas de l'Issan Al-Khaïb, je pense qu'il se chie dessus, quoi. Vraiment, il a une distille, ça va être recyclé, mais il se chie, mais franchement, à sa place, voilà, le zizi, il rentre, quoi. Voilà. Et waouh, et là j'ai lâché une larme, j'étais bouche bée. S'il y a une scène dans le film, dans la partie 2 qu'il faut que je regarde, c'est celle-là, quoi. Bon, maintenant du négatif, parce que je passe du négatif. Alors, quand je dis négatif, hein, on est d'accord, c'est du Villeneuve, c'est d'une, ça reste du très très haut niveau, mais voilà, c'est le côté ultra fan qui parle là. C'est dommage. C'est quoi l'empereur dans le film, c'est quoi? C'est l'empereur de l'Imperium, je crois des 100 000 mondes, des grandes maisons du Landsrad, ou c'est Joe Clodo assis sur un siège Ikea. Putain, sans déconner, Villeneuve, t'as branlé quoi là? Et, ok, je vous disais à mes compatriotes geeks, Christopher Walken, mais tu l'as mal exploité, tu l'as pas exploité, il est rien, il est fade, il est plat, putain, Shaddam 4 Corino, putain, c'est quand même pas c'est quand même pas n'importe qui. Alors ok, qu'il ait une esthétique assez sobre, un peu comme un empereur perse ou un empereur romain, je veux bien, ça passe encore, ça c'est pas mal. Surtout, mais il y a un moment, il a juste une scène où il dit à sa fille, tu seras une bonne impératrice, ma fille. Je te dis, c'est Joe Clodo, il manque plus que les punks à chien à côté quand Paul arrive à Rakin, quoi.
Et puis c'est quoi ce trône de merde, putain? C'est quoi ça? C'est Ikea, c'est le siège Smallbeu, et puis tout le monde avec 3 vis. Putain! Là, ça me voit. Et c'est pas un trône, c'est un étron. Ah, c'est un étron. Ouais, j'ai sur un étron. C'est Joe Clodo. L'empereur Clodo. Ouais, c'est très bien. C'est Joe Clodo, mais j'y arrive pas. Villeneuve, putain, mais t'as branlé quoi, putain? Ouais, les lions. C'est les lions nord. Voilà, les corridos, c'est le trône des lions d'or des corridos. Putain, mais regardez ça. Mais moi, j'étais sous le cul, quoi. Et puis pareil, les Sardaukar, c'est l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. J'ai envie de dire, tu mets un Sardaukar et une Bene Gesserit, je donne pas cher de la peau du Bene Gesserit. Allez, on va dire 50-50, pour pas être misogyne. Je t'emmerde. Mais voilà, les mecs se font, mais ravager, quoi. Alors, Lynch avait déjà loupé ça, en bataille d'Arakine. Quand tu vois quand l'autre Gus de l'Empire se pointe avec son globe d'argent, là c'est génial. Mais le problème c'est qu'il y a du super bon et du super mauvais. Je crois qu'il y a des tanks où il y a toutes les légions qui sont autour de lui. Les Verts arrivent, il est déglingue, quoi. T'attends quand même de l'élite d'avoir une certaine prestance au niveau puissance de feu, quoi. Rien. Là, il y a une scène où Paul arrive avec ses Fremen. T'as peut-être 20 Sardaukar qui sont à la garde rapprochée de l'empereur. T'as pas un Fremen qui meurt, hein. Ben non. L'empereur fait pas peur. L'empereur, moi je lui pisse à l'arrêt, moi. Moi je suis une maison du Landsrad, je dis Saddam, je te pisse au cul. Ça c'est. Le mec il n'impose pas. Et encore t'es poli. Et encore je suis poli. Je pourrais l'enculer par le cul. Mais putain. Mais non. Voilà, c'est tout. Ça ne sera pas digéré, ça c'est clair et net. Hein. Même si ta partie 2 elle est formidable dans l'ensemble, ça l'empereur je digère pas. Voilà. La fin, le combat de Feyd-Rautha, Paul, j'ai envie de dire, il est classique, il est sympathique. Quand il dit devant Shanik, il prendra Irulan pour femme, j'ai envie de dire, là, l'actrice elle est géniale, j'ai pas envie d'aller pioncer après avec Shanik. Au service 3 pièces, j'y tiens un petit peu. Parce qu'elle a vraiment la haine quand même, Shanik. Oui. Hein. Tu sens, l'actrice elle est vraiment géniale. Franchement, Zendaya, respect. Bon voilà. Globalement, c'est quasiment 5 heures de film. Pour moi, c'est un seul film. J'espère qu'il sortira en version un peu longue, en un seul Blu-ray, enfin, qu'il fasse un truc monolithique. Ça peut être une expérience cinématographique. Ça restera un film, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Même s'il part, dans la deuxième partie, il prend des libertés qui ne me plaisent pas. Là encore, je ne suis pas objectif. Voilà, je le répéterai. Donc, allez voir le film, mais surtout, lisez la saga. C'est 6 romans. Ah, les distils sont formidables. Hein. Lisez les romans. Parce que même si le film, comme tu disais, Popinel, il est super beau, ça ne remplacera pas un bouquin. Voilà. Oui, t'en prends plein les yeux. Voilà. J'ai envie de dire, même si le film il est génial. Quand même, les bouquins, ils sont pas faciles. Ah, alors. Ils sont pas faciles. Si, ils sont devenus faciles. Il y a une traduction qui était beaucoup plus appréhendable, beaucoup plus édulcorée que les traductions des années 80-90. Ça, je l'avoue. D'accord. Moi, j'ai pas encore lu j'ai pas lu une nouvelle version. Elles ont été mieux traduites, mieux aérées, j'ai envie de dire. Elle reste métaphysique, elle reste intéressante, ça demande à réfléchir, mais je pense que la traduction joue beaucoup. D'ailleurs, on l'avait vu avec Lovecraft, la monographie de Lovecraft. Une bonne traduction, ça fait quasiment tout, hein. Ou pas loin. Un Shanik. Justement, à propos de traduction, tu parles des libertés qu'a pris Denis Villeneuve. Ouais. Est-ce que Denis Villeneuve, lui, cette saga de Dune, il l'a pas lu en VO? Et du coup, il voit les choses différemment que lorsqu'il y a une traduction. Mais oui, oui. Donc c'est peut-être pour ça que le rendu n'est pas celui que tu... Enfin, il y a des choses que tu trouves choquantes ou qui te plaisent moins. Tout à fait. Peut-être que sa version à lui en anglais n'est pas... Il y a des choses qui ont été différentes. Ouais, je pense qu'il est québécois mais canadien avant tout. Je pense qu'il a raison. Il y a le livre en... oui, sûrement. Bon, moi j'ai essayé en anglais, j'ai pas un niveau de technicité en anglais qui me permet d'appréhender vraiment le... Autant Lovecraft je peux le lire en anglais, autant Moorcock je le lis souvent en anglais, mais Herbert à l'époque, j'ai découvert Dune à 12 ans. Je vais vous dire un truc,
j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. J'ai compris l'histoire, je suis pas un abruti total, mais en relisant quand tu es un peu plus vieux, tu comprends qu'il y a des idées sous-jacentes sur le pouvoir, sur la religion, sur le pouvoir qui rend fou et complètement corrompu, puis le temps qui passe, qui est le pire ennemi de l'humain. Enfin, il y a plein de trucs qui font que Dune, c'est pas qu'une histoire de pouvoir et de messie. Hein. C'est vraiment... mais lisez des bouquins. Hein. Je vais faire une aparté, un petit truc. C'est comme un iceberg. L'iceberg, tu vois 10%, c'est le film, et le reste, c'est le bouquin qui est en dessous. Voilà. Et encore, tu es loin de tout savoir en ayant lu les bouquins. Et l'encyclopédie que j'ai bouffé, qui m'a été offert récemment par Poupinel. L'encyclopédie, je l'avais en PDF, je l'ai remangé. Enfin, j'ai même des fois retraduire en français parce que je ne comprenais pas. Mais même ça. Et oui, je ne suis pas un apostat de Dune, je ne suis pas un traditionnaliste de Dune, mais le fils et Anderson ont apporté, quoi qu'on en pense. Ils ont créé un univers, quoi qu'on en pense. Voilà. C'est juste ça. Mais ça ne gagnera pas le canon des 6 romans de Dune. Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune qui, moi, à l'époque, m'a bouleversé, les hérétiques de Dune et la maison des mers. Voilà. Sachant qu'au niveau de temporalité, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années entre le premier et le dernier. Donc, nouveaux protagonistes, nouveaux héros, nouvelles histoires. Mais ça se tient de A à Z. Voilà. Et voilà, c'était Villeneuve, c'était Dune. En post-scriptum, si on peut dire, je pense qu'il fera le Messie de Dune. Alors là, bon courage, parce que pour moi, cette histoire, elle est pas possible au cinéma. Ou alors, si vraiment il s'y tient, c'est pas un blockbuster. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Les Messie Dune, ça aurait du mal. Hein. Ah ben voilà. Donc, mais il peut faire des miracles. Hein. Il y a des trucs que je pensais pas adaptables, c'est adapté en série ou autre que Dune et Dune. Pourquoi pas? À voir. Ah, voilà, c'était les murmures d'Imrir. Merci à Poupinel Tracy. Merci Ariel. Merci à mon ami Geek Belge. Et puis à bientôt. Ouais. Et Nissan Al-Kaïb.